Bonjour à tous. Merci pour votre participation ce matin, aujourd'hui au mois de juillet. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, les Limpid Talk, c'est des réunions qu'on organise chez nous, au bureau, à l'agence. On est basé à Paris, d'une dizaine de personnes sur un format petit-déj. Avec le confinement, on a fait évoluer ce format sur un format webinar, ce qui nous permet d'accueillir plus de monde. On est au bureau, sur les événements fixes, on est entre 10 et 15. En webinar, on est plutôt entre 20, 30 et 50. Et, euh, et donc, du coup, c'est un format qui fonctionne bien, qui plaît, qui est disponible en replay aussi après. Et du coup, on va le prolonger tout au long de l'année. Si tu peux passer la slide, s'il te plaît, Nico. Merci. Avant de rentrer dans le sujet de ce matin, on va parler prototypage. Un petit tour de table déjà. Aujourd'hui, côté limpide, vous avez Naomi. Bon, vas-y, là, Naomi, je te laisse te présenter. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Naomi et donc j'accompagne, je travaille sur le développement commercial de Limpide avec Cyril et je travaille également aussi sur la gestion de la communauté Limpide à travers le blog, les articles de blog, les interviews et bien entendu les webinaires. Nicolas, je te laisse te présenter. Tout à fait. Donc, moi, je suis Nicolas Tournois, je suis cofondateur de l'agence créative de formation. Je suis ravi de pouvoir vous parler de prototypage aujourd'hui. Et plus précisément, je travaille avec des consultants, des créatifs, des designers sur toutes les problématiques d'expérience utilisateur. Donc, ouais, je définis des stratégies en amont et puis j'aide nos clients à faire mettre en place ces stratégies. Donc, je suis aujourd'hui à même de pouvoir vous présenter finalement toute la méthodologie de prototypage qu'on a mis en place, vous expliquer un petit peu les enjeux et c'est ce qu'on va voir ce matin. Et donc moi, Cyril, je suis en charge du BizDev chez Limpide, avec deux aspects, donc l'avant-vente, la partie commerciale, et la création de contenu à travers nos talks, nos webinars, des interviews. Je vois d'ailleurs une personne qu'on a interviewée qui est présente ce matin. Et, euh, et donc du coup, on anime notre communauté limpide, donc des personnes comme vous qui nous regardent, et on crée du contenu d'experts pour cette communauté. Limpide, pour résumer rapidement, on est une agence UX. On travaille sur deux types de projets principalement, des applicatifs, donc internes à des groupes souvent, donc des outils RH, des outils métiers, et des sites internet. Notre valeur ajoutée, elle se joue sur la réflexion, sur tous les parcours, l'analyse et tout le process qui en découle de prototypage. La société, donc on l'a créée en 2011. On fait à peu près 2 millions de chiffres d'affaires l'année dernière avec un peu moins de 30 personnes. Le, euh, la société est basée à Paris, mais on travaille avec des personnes un peu partout en France et beaucoup de nos clients sont des groupes internationaux, ce qui nous amène à travailler avec différentes BU dans plusieurs pays. Donc, échanger en anglais, s'adapter aux cultures. Et c'est ce qui fait notre force aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça qu'on pousse les webinars, pouvoir voir un peu de monde en dehors de Paris, aller plus loin. Ce format talk et webinar, on le pousse depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans, et on l'a fait chez nous, chez nos clients, chez des partenaires incubateurs, startups et autres, et sur le digital. On a deux pôles de compétences chez Limpide. Merci. On a deux pôles de compétences, donc l'UX avec tout ce qui est analyse data comportementale, mener des interviews, des enquêtes terrain pour récupérer de la donnée, pour pouvoir mesurer l'expérience. Et ensuite, on va la définir avec des ateliers d'innovation, de la co-construction avec nos clients. Et bien sûr, l'étape d'après, c'est designer cette expérience, on va en parler tout à l'heure, et la promouvoir. Limpide Brand Experience, on est plus proche des métiers de la communication avec les programmes d'identité, la création de contenu et tout l'onboarding, tout comment on va promouvoir justement cette fameuse expérience. Aujourd'hui, je vais passer la parole à Nicolas pour nous parler du prototypage dans les projets digitaux
Et Nicolas, je te passe la parole. Ah Merci oui, non, Cyril. pardon, excuse-moi, Pas de excuse-moi, je dois préciser quelque chose. On va être nombreux ce matin, donc n'hésitez pas à couper vos webcams ou vos micros et ensuite, si vous avez des questions, posez-les dans le chat en direct et Naomi fera modératrice et interviendra pour pouvoir scinder les questions, les regrouper et les poser à Nicolas pendant la présentation. N'hésitez pas, posez vos questions dans le chat, vos réactions et on y répondra. Top. Merci Cyril. De rien. Passage de relais. Donc ce matin, on va parler prototypage. Je suis ravi de pouvoir vous parler de prototypage. C'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur à l'agence parce qu'on se rend compte elle permet de visualiser des expériences utilisateurs de manière optimale. Et le prototypage, en fait, c'est quelque chose d'important dans le process. Donc, c'est dans le process de design, mais dans la création d'un produit digital. On va voir son importance et on va voir que ça nous fait gagner du temps et de l'argent, en fait, parce que c'est important aujourd'hui. On est dans une époque où les choses se mesurent et c'est important de savoir comment le prototypage nous permet d'accéder à ce gain de temps et d'argent. Rapidement, avant d'entrer dans le prototypage digital, c'est intéressant finalement de comprendre que le prototypage, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé avec le digital. Hein. Ça vient de loin, en fait, de très très loin même, puisque avant, en peinture, et même encore aujourd'hui d'ailleurs, on a commencé à faire des croquis finalement avant de passer à la réalisation de grandes toiles ambitieuses. On a besoin de prendre du temps, d'essayer de mettre en place une organisation d'architecture visuelle, de faire des compositions pour pouvoir après partir sereinement sur des toiles qui nécessitaient beaucoup d'ambition en termes de réalisation et de temps. Donc, ça a commencé par la peinture, puis après, ça s'est transcrit sur l'architecture également. On connaît tous ces maquettes qui sont assez ambitieuses, qui commencent par du croquis papier, très naturellement, et puis après qui se réalisent en volume à des échelles réduites pour après être déclinées sur des vrais projets grandeur nature. Permet d'éprouver des concepts en fait et puis de se rendre compte du volume dans l'espace. Puis plus proche de nous aussi, on connaît tous ces maquettes finalement un petit peu de concept car ou même de voitures, de création de voitures d'un point de vue global. Un exemple parmi d'autres pour le design industriel, et on sait que cette partie prototype du design industriel elle est fondamentale parce qu'elle permet de dégager finalement des contraintes et puis aussi de pouvoir se projeter sur quelque chose d'ambitieux. Et d'échanger rapidement avec toute l'équipe. Donc, c'est un moment clé. Hein. C'est vraiment c'est le début d'un vrai programme d'innovation. Et cette partie prototypage, elle va être importante. Donc là, on va commencer évidemment par du papier, puis on va voir comment ça se décline après. Donc ça se transcrit également dans le digital. Aujourd'hui, dans le digital, on ne prototype pas forcément pour se faire plaisir, même si en tant que designer, c'est toujours un petit peu grisant de voir un beau prototype, et puis en tant que client aussi également. On prototype pour tester. Voilà, ça, c'est vraiment ce qu'il faut garder dans la tête, dans l'état d'esprit, c'est que le test, il est là en fait pour nous donner des indications. On sait aujourd'hui, alors des stats, on aime bien les stats à l'agence, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de mettre en avant. On sait que 68% des utilisateurs quittent un site internet, on va se placer sur le site internet, à la suite d'une mauvaise expérience utilisateur. Ça prouve que il est extrêmement important de soigner l'expérience utilisateur. On sait qu'il y a également une forte propension d'utilisateurs qui, aujourd'hui, quand ils font une mauvaise expérience, la partagent. Donc, autant construire, je crois que c'est Warren Buffett qui disait ça, on met 5 minutes, on met 20 ans à construire une réputation et 5 minutes potentiellement à la déconstruire. Et du coup, c'est important en fait de garder ça en tête, parce que l'investissement dans l'expérience utilisateur passe par effectivement des étapes comme le prototype. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que c'est un assemblage de différentes étapes pour soigner l'expérience utilisateur. Et on sait qu'aussi, puisqu'on l'a mesuré effectivement, que quand on investit dans les prototypes, quand on prend le temps en fait de créer ce prototype pour pouvoir tester cette expérience utilisateur au cours de la conception, en fait, à la fin, in fine, en fait, ça va rapporter de la valeur. Et c'est ça qu'il faut garder à l'esprit aussi, c'est que ce n'est pas du temps de perdu. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement important qui fait partie intégrante du process. Et c'est ça qu'il faut valoriser aussi. Et il faut bien comprendre que ce n'est jamais quelque chose qui est à jeter. C'est jamais, même si le prototype
il est pas forcément, il remplit pas toutes les espérances qu'on place en lui, mais c'est quelque chose qui va avoir du sens et qui va à terme rapporter de la valeur. Donc, quand on parle de prototypes d'interface, puisque c'est de ça dont on parle ce matin, nous, à l'agence, on a défini 3 grands types de prototypes. Okay, le premier, c'est le prototype UX, en fait. On va plutôt parler de low fidelity, low-fi digital, c'est-à-dire qu'en fait, ça va être des choses assez simples à réaliser, plus ou moins ambitieuses, mais en tout cas, on va voir que c'est graduel et évolutif. Le deuxième type de prototype, ce sont les prototypes UI. Donc là, on va parler de high fidelity digital. Et on a un troisième type de prototype, finalement, c'est le prototype code, directement, en fait. Et c'est ça qu'on peut aussi imaginer dans une logique de prototypage pour comprendre l'expérience d'utilisateur. Donc, en fonction des différentes étapes, on va essayer d'étudier ce qui va être la perception, ce que va être l'utilisabilité d'un service et d'un produit. Et on va voir là ensemble les différents types de prototypes et comment en fait on peut créer ces prototypes. Le premier, c'est le prototype UX, c'est le plus simple. C'est ce que tout le monde est capable de faire aujourd'hui. C'est le sketch papier. En fait, on a tendance aujourd'hui à oublier, en tout cas à donner moins d'importance à cette étape. Pourtant, elle est fondamentale. C'est l'étape la plus simple à mettre en place. Elle est abordable à tout le monde. Celle qui stimule l'intelligence collective. On n'a pas besoin d'être un grand designer pour créer du sketch en fait papier, un prototype papier. C'est très rapide à mettre en place. Hein. Si vous prenez votre stylo ou votre ordinateur, avec votre stylo, vous allez arriver à faire un 10 prototypes très rapidement, en 30 secondes. Avec votre ordinateur, il va falloir ouvrir l'ordinateur, il va falloir ouvrir le logiciel, ça va prendre du temps, etc. Et du coup, quand on a envie d'aller vite et générer des idées, il n'y a rien de mieux que le sketch papier. Après, il y a des outils en ce moment liés au confinement et en fait à la mise en place d'un télétravail un peu plus généralisé qui permettent de le faire aussi à distance. Mais rien ne vaut un sketch papier pour commencer. Donc là, on voit sur cette image que le sketch papier est assez bien travaillé, très léché, c'est fait par un designer. Mais néanmoins, il ne faut pas se formaliser. L'objectif, ce n'est pas de faire quelque chose de beau. L'objectif, c'est de trouver des idées. C'est pas cher également parce que ça permet d'aller vite. Voilà, feuille, stylo, c'est quelque chose qui est abordable pour tout le monde. C'est très facile à réaliser, on l'a vu. C'est super sympa. Quand on sketch papier, généralement, on le fait en groupe. Quand on cherche des idées, il y a des outils, des techniques, des méthodes UX qui permettent de le faire, comme le 6.3.5. Je ne sais pas si vous connaissez cette méthode-là. En fait, c'est 6 personnes, 3 idées en 5 minutes. Donc, on va générer des idées voilà, ensemble, de manière collective. Et ça nous permet de trouver, de générer quantité d'idées qu'après, on va pouvoir rationaliser dans un deuxième temps pour pouvoir accéder à essayer de déterminer quelles vont être les meilleures idées, les expériences désirables, et puis après, les réaliser. Donc, c'est un processus itératif hein, en plusieurs étapes. On commence par générer un maximum d'idées sur papier, et puis après, on rationalise. Donc, le sketch papier, un incontournable, et voilà, je vous conseille vraiment de ne jamais oublier cette étape-là, parce que c'est la plus libératrice. La deuxième étape, potentiellement, enfin, deuxième technique, on va dire, plus que l'étape, ce sont les wireframes. Alors, on parle wireframes, mock-ups, c'est pas exactement pareil, mais ça s'en rapproche quand même très fortement. Les wireframes, ce sont en fait des représentations synthétiques, en fait, avec une architecture de l'information qui est relativement sommaire. L'objectif, c'est de poser donc, avec un outil. Il y en a qui sont très bien faits pour ça, Balsamiq, Mockups, vous les connaissez certainement. Ça permet de poser finalement, structurer la hiérarchie des informations dans ces grandes masses. L'objectif, ce n'est pas forcément d'aller jusqu'au contenu, en tout cas jusqu'à la visualisation des mots ou des images, mais de poser finalement les grandes masses qui nous permettent de dégager ce que vont être visuellement, en tout cas l'esprit global de ce que va être potentiellement un prototype derrière. Donc, c'est rapide à mettre en forme. Hein. L'idée, c'est que voilà, on est sur des outils assez simples à prendre en main. On va utiliser des bibliothèques de typographie, de blocs, avec des boutons, etc. Et ça nous permet de rapidement visualiser les choses. Puis, on peut le partager aussi. C'est l'avantage. Le sketch est un petit peu plus dur à envoyer. Il faut prendre une photo, etc. si on est à distance. Alors que le wireframe, c'est plutôt déjà une démarche collaborative qui est intéressante. Donc ça, c'est la deuxième étape et ça permet rapidement de se figer certaines choses et commencer à se projeter un petit peu plus précisément. Et puis, ça permet c'est une deuxième étape qui est intéressante après l'étape de sketching. Ensuite,
on a ce qu'on appelle un mock-up. Alors, le mock-up, c'est en gros le wireframe, mais un petit peu plus poussé. On va commencer à parler d'architecture des informations, mais avec des vrais contenus. Voilà, l'objectif, c'est d'essayer. Alors, nous, c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur à l'agence, c'est d'essayer toujours, quand on fait des prototypes fonctionnels, le plus tôt possible d'intégrer des vrais contenus. On ne compte pas plus le nombre de projets quand il y a une certaine époque où on commençait à faire des wireframes, des prototypes fonctionnels comme ça. Et puis, à un moment donné, au fur et à mesure du projet, on recevait des contenus et puis on se rendait compte que finalement, il y avait une vraie digression entre ce que nous, on avait prévu en amont et l'expérience idéale, puis après, le contenu qui était posé, que ce soit pour un site internet ou un produit. Donc, l'idée, c'est rapidement, au sein du mock-up, de pouvoir proposer en fait, une visualisation de ces contenus-là et puis de pouvoir commencer à animer en fait, les parcours utilisateurs. On aime beaucoup utiliser parcours utilisateurs. Quand on crée des applications ou des sites internet, on pense toujours parcours. Quelles sont les cibles, comment ils vont naviguer. Pour comprendre finalement ces parcours-là, rien de mieux qu'un prototype en fait, qui va permettre de tester ces parcours-là. Donc, on peut faire des prototypes très simples comme celui-ci, réalisé avec InVision, qui est un outil finalement qui permet de prototyper très simplement et de partager ce prototype-là. Donc là, c'est de l'assemblage finalement de différents écrans. Et ça nous permet tout de suite de visualiser des parcours. Voilà, on va mettre du contenu potentiellement. On n'est pas obligé de tout remplir, mais on va avoir quand même quelque chose qui va être assez fidèle à ce qu'on pourrait imaginer derrière. Et ça va permettre de pouvoir déjà comprendre en fait comment on va aborder ce parcours-là, quelles vont être les différentes étapes du parcours et comment elles s'articulent entre elles. Nicolas, j'ai une question pour toi. Oui. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt utiliser les wireframes pour valider le contenu en amont? En fait, c'est une bonne question. Le wireframe, il est là dans un premier temps pour aller assez vite, en fait, pour commencer à poser ce que va être l'expérience, en fait, et les différentes étapes, les différentes maquettes de l'expérience. Le contenu, en fait, il va venir dans un deuxième temps, plutôt sur cette étape de mock-ups, en fait. Donc, on va commencer à se projeter, bien évidemment, dans le wireframe sur le contenu, mais il faut le temps de le créer, ce contenu. Et potentiellement, au départ, on a besoin de cette étape aussi de wireframe pour savoir comment on va articuler ce contenu. Donc, on va réfléchir aussi en amont. On a parlé de sketch papier, mais on va certainement aller faire un benchmark à côté, essayer de voir les bonnes pratiques et on va prendre du temps pour créer finalement la visualisation de l'expérience idéale. L'étape de mock-up, logiquement, elle laisse le temps ensuite entre les wireframes et le mock-up de pouvoir aussi se projeter sur ces contenus et pouvoir alimenter. C'est vrai que c'est très difficile de créer du contenu pour nos clients. On s'en rend compte. Hein. C'est surtout au début d'un projet, on a besoin de se projeter un petit peu plus dans le projet. Et du coup, il y a toujours un moment donné sur wireframe, si on attend trop de contenu tout de suite au départ, en fait, on va être un petit peu bloqué. Donc, on va commencer par le sketch papier, par le wireframe, à poser finalement une base, un cadre qui va être alimenté, si on est un site internet, aussi par des réflexions de type référencement, SEO, quels mots on va mettre, quel type de contenu. Puis après, derrière, dans le mock-up, c'est à ce moment-là qu'on va commencer à rentrer des vrais contenus. C'est toujours difficile de savoir à quel moment. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est le plus tôt possible. Merci. Donc, parfois, l'étape de wireframe, elle va sauter. On va passer du sketch au mock-up directement parce qu'on récupère du contenu. On est sur une refonte de l'existant. Nicolas, j'ai une deuxième question tout de suite qu'on enchaîne. Ouais. Est-ce qu'on ne perd pas du temps à faire un wireframe sans contenu pour le refaire plus tard avec, plutôt que de faire un wireframe high fidelity? Mais en fait, ça va dépendre. Ça va dépendre. Le wireframe, ce n'est pas une étape que nous, par exemple, on systématise. Hein. Et c'est ce que je vais voir juste après, c'est qu'il y a, je vais vous montrer qu'il n'y a pas une façon. Là, je vais vous montrer toutes les étapes, en fait. Mais après, on va voir qu'on n'est pas obligé de passer par toutes les étapes. Il y en a certaines qui sont structurantes. Le sketch, pour moi, il est structurant. Le mock-up, il est structurant. Mais en fonction du projet, en fonction du timing qu'on a, il faut adapter, en fait, sa méthode de prototypage. Ça, je vais vous en parler juste après parce qu'il y a plein de techniques. En fait, l'objectif, c'est pas d'être dogmatique. C'est pas de se dire il faut que j'en passe par toutes les étapes, etc. Parce que c'est pas forcément ce qu'on a à faire tout le temps et les objectifs sont différents en fonction des projets. Là, ce qu'on voit, c'est les différentes techniques. Donc, certaines sont à privilégier en fonction de certains projets. Et on va voir que ça va changer en fonction des projets. Merci. Toujours dans les prototypes UX, on peut parler alors on va parler en anglais, Advanced UX Prototype. Donc là, on va aller un peu plus loin. Donc, il existe des outils qui permettent de prototyper en s'appuyant sur des librairies d'éléments natifs, comme des menus déroulants, des boutons, des formulaires, etc., de pouvoir
créer des prototypes fonctionnels sans passer forcément par le design, hein, mais qui vont permettre de tester des parcours un peu plus complets. C'est vrai que quand on rentre sur des outils applicatifs métiers, on a souvent des fonctionnalités un petit peu avancées. Quand on veut prototyper, on a besoin quand même d'une certaine qualité de rendu en dehors du design, c'est-à-dire de pouvoir dérouler mettre en place des menus déroulants, des boutons, etc. Donc là, typiquement, sur la droite, ce que vous voyez, c'est un petit peu accéléré quand même, particulièrement accéléré, mais ce n'est pas grave. Mais vous voyez qu'en fait, on est capable, avec des outils, de simuler beaucoup de choses. Et l'objectif, c'est de s'approcher le plus possible, sans parler de design pour l'instant, parce que là, cette plateforme-là, par exemple, elle ne ressemble pas au final à la plateforme en termes de design, mais c'est de comprendre comment on va naviguer à l'intérieur, de manière fonctionnelle à l'intérieur de l'outil. Donc voilà, c'est des outils comme UXPin, il y en a d'autres, Protopie, il y en a plein en fait. Voilà, je ne vais pas vous faire un listing de tous les outils. Vous en trouverez beaucoup en fait. Une vraie concurrence qui est assez énorme. Ils font tous plus ou moins la même chose hein, quand même. Certains sont plus ambitieux que d'autres. Quand on rentre sur du gros prototype fonctionnel, nous, généralement, on passe par UXPin. Donc c'est interactif hein, et puis c'est testable en toute autonomie, ce qui est important. Donc là, on vient de voir un peu tout ce qu'on pouvait faire en prototype UX et puis après, on peut passer en prototype UI. Donc, sur le prototype UI, on a les choses très simples, un peu comme sur le prototype UX. On peut utiliser du coup InVision. Mais l'objectif dans le prototype Affinity, c'est d'aller un peu plus loin dans la visualisation de l'expérience et dans l'étape de test de perception. C'est-à-dire que là, on va vraiment avoir l'image, on va avoir le bon texte, on va avoir l'expérience d'un point de vue global. On peut le faire très simple, comme par exemple là sur ce site internet-là. Ça, c'est un prototype sur InVision, très très simple. On lit la navigation, on commence à scroller, on a tous les contenus. On peut tester après derrière toutes les composantes de l'expérience, soit l'image, les textes, les contenus, la hiérarchie d'information, l'accessibilité. Et puis, ça permet d'embrasser un peu toutes les composantes de la réalisation d'un prototype. Après, on peut aller encore un peu plus loin, c'est-à-dire on peut aller sur du prototype Advanced High Fidelity. Donc, ça veut dire qu'on va mettre des images, des textes, on va avoir des couleurs, on va tester l'offre. Et puis, on va tester aussi de la gestuelle, du touch, notamment sur les téléphones. On va pouvoir avoir un vrai comportement mobile également. Voilà, l'objectif, c'est de s'approcher le plus possible de la réalisation du site final. Et ça nous permet de faire tester à plus grande échelle en utilisant des plateformes comme Testapic ou Maze pour aller un peu plus loin. C'est vraiment des prototypes qui sont très complets. L'objectif, c'est vraiment de tester jusqu'au bout. Et ça peut être intéressant. Donc, on va utiliser là aussi UXPin, on peut utiliser des outils comme Protopie. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire de la complétion de formulaires. Par exemple, ce genre de choses qui sont très importantes quand on teste des tunnels en fait, de transformation. Donc, de plus en plus, nous, on pousse vers des prototypes haute fidélité pour tester toutes les composantes d'expérience. Et les outils en fait, pour le réaliser sont de plus en plus matures en fait, et embarquent justement ces fonctionnalités qui sont déterminantes pour aller jusqu'au bout de l'expérience et tester en conditions réelles. UXPin le fait, Protopie aussi, qui est un peu l'équivalent d'UXPin. Et puis plus récemment, qui est en train vraiment de pousser et qui marche très bien, c'est le plugin Anima, en fait, qui marche avec notamment Sketch et depuis aujourd'hui Figma, qui permet en fait d'intégrer des backgrounds vidéo, de pouvoir mettre des gifs, de pouvoir même exporter ces plans de travail pour créer des pages web directement. Enfin, il y a pas mal de fonctionnalités avancées, on peut faire de la complétion de formulaire, etc. Et l'objectif, c'est d'aller le plus loin possible, hein, d'être le plus proche possible de ce que va être le site internet ou l'application finale. Ça, c'est quelque chose qui est très sympa et qu'on aime beaucoup faire à l'agence. Et ensuite, il y a parfois besoin d'aller encore plus loin parce qu'on est dans l'innovation, on a envie de créer le fameux wow effect que tout le monde recherche, en tout cas qui parfois est nécessaire, parce qu'il n'est pas tout le temps nécessaire, bien évidemment. Donc là, on va aller assez loin, on va utiliser d'autres logiciels encore plus spécifiques comme Principle ou comme After Effects pour simuler ce qu'on appelle les micro-interactions. Ce sont des moments un peu d'enchantement où on remet de l'émotion. Et puis, on va simuler des comportements. On voit le déplacement, par exemple, du curseur là, entre les différentes chaussures. La transition qui est assez ambitieuse. Certaines fonctionnalités sont accessibles dans les outils qu'on a vus précédemment, mais voilà, par exemple, quand on voit le déplacement du curseur et finalement le changement graphique,
ça crée entre les différentes strates, c'est quelque chose qui est uniquement possible avec des outils comme Principal ou After Effects. Il y en a encore d'autres, mais voilà, ça nécessite encore un niveau supplémentaire et c'est ça qui ramène ce petit côté, cette petite touche ultra innovante. Et c'est parfois nécessaire. Nous, voilà, on ne conseille pas de faire des prototypes entièrement sur Principal ou After Effects, mais uniquement de travailler certaines parties pour finalement aussi pouvoir prototyper et transmettre en fait les bonnes indications aux développeurs qui ont après récupéré ces éléments. Nicolas, on a plusieurs questions Ouais. concernant le prototypage. La première, donc, qui est de Gilles. Quel outil on utilise pour intégrer la dimension conversationnelle dans les maquettes et dans les protos? Ok. Alors Et ça, je vais en parler juste après. Ok, Ça, je te pose ouais. la deuxième. À combien estime-t-on ce genre de prototype pour un site internet ou pour un produit en moyenne en termes de temps? De temps? C'est une très bonne question. Moi, ça va dépendre de ce qu'on prototype, hein. J'ai envie de dire qu'il faut toujours se réserver du temps pour le faire. C'est un peu la difficulté au départ, et c'était la nôtre, hein, clairement. C'est-à-dire qu'au départ, on créait finalement, on était vraiment dans l'explication de l'architecture de l'information au travers de mock-ups, de wireframes, etc. Puis le prototype, on le faisait un petit peu aussi pour nous, pour la transmission à nos clients aussi, pour qu'ils aient une expérience sympa de visualisation. On testait un petit peu, mais pas trop. À partir du moment où on investit vraiment dans des programmes ambitieux, euh, on a au moins, par exemple, si je veux dire sur un site internet, si je prends un site internet, 2 à 3 jours uniquement sur le prototype, voilà, uniquement pour bien gérer ce prototype-là. Et puis sur des applications, c'est quelque chose de continu. Donc, on travaille ce qu'on appelle en sprint. Vous connaissez certainement le sprint. Donc, c'est des choses qui sont réalisées chaque semaine. C'est difficile de quantifier en fait, mais ça représente une part non négligeable. Si on a un sprint design de 5 jours, en fait, le prototype, ça va représenter au moins une demi-journée par semaine, minimum, voire une journée. Nous, par exemple, à l'agence, on a mis quelqu'un qui est uniquement sur du prototype. Voilà, parce qu'on pense que c'est très important. En fait, on a besoin de soigner ça. Et quand on teste, on se rend compte que le prototype, s'il n'est pas abouti, s'il n'est pas vraiment bien réalisé, en fait, le test, potentiellement, il peut être faussé. Donc, quand on investit de l'argent et du temps dans un test, il faut que justement, on se donne le maximum de chances pour que ce test soit efficient. Donc, c'est difficile de quantifier comme ça, mais voilà, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger et ça prend du temps, c'est sûr. Donc, de l'argent, évidemment. Et en ce qui concerne les micro-interactions, comment on les documente? Est-ce qu'il y a un outil pour ça? Alors, les documenter, je pense que justement, la micro-interaction, elle n'est pas forcément là pour être documentée. Justement, c'est une représentation visuelle, donc prototyper une micro-interaction. On la prototype justement pour ne pas forcément avoir à la documenter derrière. En tout cas, nous, c'est notre parti pris à l'agence. On va plutôt documenter toute la partie caractère fonctionnel, les parcours utilisateurs. Voilà. Mais le prototype, il est là aussi pour justement alléger cette partie documentation. Et plus généralement, plus on va aller loin dans le prototype, moins la documentation sera conséquente. Elle va intervenir, la documentation sur d'autres aspects différents. Donc, pour en revenir à la méthodologie adaptative, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, hein, Naomi, quand tu me posais la question, c'était qu'effectivement, est-ce qu'on est obligé de passer par toutes les étapes, wireframes? Non, en fait. Cette méthodologie-là, elle est progressive, elle se veut aussi pas dogmatique, comme je disais. Et en fait, on peut très bien adapter toutes ces méthodes-là et pour définir la plus intéressante en fonction de son temps, ses objectifs, ses ressources, etc. Donc, on peut très bien avoir la totale, hein, sketch, wireframe, mockup, prototype high fidelity, etc. Généralement, on choisit un petit peu ses armes dans les différentes étapes. Mais voilà, on peut très bien avoir quelque chose d'ambitieux si on a le temps, si on a l'ambition de pouvoir le faire. C'est forcément un vrai bénéfice pour le projet. Mais par contre aussi, on peut très bien sauter des étapes. On peut passer du prototype papier au prototype UX, en fait, et puis au code directement, sans passer par la partie design. Voilà, c'est des choses qui sont possibles. Et ça peut même encore aller plus loin. On peut passer directement, je vais vous montrer une petite vidéo. Le son, ça sera plus sympa. Voilà, ça c'est Téléport, par exemple, c'est de la recherche en fait UX qui font par rapport à leur logiciel. Et on voit là, juste par un sketch papier pris en photo, intégré dans leur logiciel,
permet, en fait, vous allez voir, c'est assez sympa, permet de générer directement des pages. Donc, le logiciel, par une intelligence artificielle, je ne sais pas si on peut dire intelligence artificielle, mais en tout cas par un algorithme, est capable de repérer en fonction du type de carré qu'on fait, du type de dessin, en fait, si ça va générer des blocs de texte, des boutons, du code, etc. Donc, ça permet de pouvoir rapidement mettre en place des prototypes très simples. Donc, on est sur des choses assez basiques, mais l'objectif, c'est ça, c'est de vous montrer que on peut très bien adapter sa méthode de prototypage en fonction des possibilités, du temps et puis des opportunités technologiques qui s'offrent à nous. Et voilà, ça, c'est clairement des initiatives qui vont dans le futur de ce que nous, on sera demain en tant que gérant, garante finalement de cette expérience utilisateur en tant que designer, c'est-à-dire être capable de prototyper rapidement. Puis ça, on montre aussi que le prototype, il est quand même de plus en plus accessible à tous et qu'on n'a pas forcément besoin de compétences très poussées. Finalement, l'objectif, c'est de mettre en place l'expérience le plus rapidement possible. Donc, il y a 5 bonnes raisons à prototyper l'expérience de vos utilisateurs. La première bonne raison, c'est de rapidement valider les concepts. Voilà, c'est vraiment l'objectif du prototype. Le prototype, on est rarement sur des prototypes très, très denses. Voilà. L'objectif, c'est de tester des idées rapidement, c'est ce qu'on a vu sur le sketch, et tester des idées disruptives, en fait, d'aller le plus vite possible, d'être dans une logique d'innovation. Less is more, c'est important parce que c'est un état d'esprit. En fait, c'est de se dire il faut éviter de rentrer, d'avoir cet écueil, d'aller trop en profondeur dès le départ. Si on a besoin d'aller en profondeur, peut-être que ça vient au fur et à mesure. Mais par contre, dès le départ, il faut essayer d'être le plus léger possible et d'aller vite. En fait, et ça permet aussi après de pouvoir définir en fonction de toutes les idées qu'on a générées, de scorer ces idées et de définir lesquelles vont être les plus intéressantes à réaliser derrière. Il y a une notion aussi d'instantanéité, de rapidité au départ. Après, derrière, c'est aussi un vrai moment sympa de stimulation, d'innovation d'un point de vue collectif, parce que ça va permettre aux gens d'être ensemble, en fait, de réfléchir. Faire un prototype tout seul de son côté, c'est possible, mais c'est toujours plus intéressant de le faire ensemble. Avec ceux qui vont s'occuper du contenu, avec le métier, le marketing, le commerce, les développeurs. L'objectif, c'est de travailler ensemble. C'est vraiment cette méthodologie d'intelligence collective. Et aussi, ça permet de le construire aussi, de le partager avec vos clients. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est sympa à faire. Et puis, c'est un moment de communication aussi. Être dans une démarche de prototypage, c'est aussi montrer qu'on est dans une démarche d'innovation, de modernité, et puis ça se valorise en interne et puis en externe. Donc, il ne faut pas oublier que faut communiquer là-dessus. C'est important, il faut le valoriser. Le prototype, ça permet de vérifier la lisibilité des informations. Je ne vais pas trop revenir là-dessus, mais on l'a dit, c'est important. En fait, ça permet de se rendre compte si nos textes vont être lisibles ou pas, surtout qu'on est sur des prototypes high fidelity, de pouvoir comprendre s'il est lisible en termes de taille, d'accessibilité, mais aussi en termes de compréhension sur les messages, sur le positionnement. Si nos boutons, ils sont bien cliquables, bien cliqués, et puis on va pouvoir aussi intégrer de la data directement dans nos prototypes. Ça permet de mesurer des choses aussi. Derrière, quand on teste des prototypes, on mesure, ça nous permet d'améliorer des choses. Ça permet de définir des priorités. C'est vrai qu'on a besoin en tant que designer de se dire qu'est-ce qui va être le plus important, en fait, par quoi on va commencer. Et souvent, en tant que designer, on a des écueils. C'est-à-dire qu'on a tendance à rentrer dans le détail assez rapidement. L'objectif, le prototype, il permet de nous aider à prioriser sur ce qui va être le plus important en fonction des retours des utilisateurs, et puis de simplifier souvent certaines choses. Quand un prototype il ne marche pas auprès de l'utilisateur, généralement, ça veut dire que c'est un peu compliqué et qu'on a besoin de simplifier. Donc, c'est vraiment une étape très intéressante parce qu'elle permet de rendre les choses plus accessibles. Et puis enfin, ce qui est important, bien évidemment, c'est, on le sait tous, en fait, partir en développement, ça coûte cher. Donc, quand on se trompe en fait sur un outil, un produit et qu'on est dans une phase déjà avancée de développement, revenir en arrière, c'est toujours très très compliqué. Ça coûte très cher et ça prend du temps, c'est pas souple. Enfin, c'est rarement souple en tout cas. Et du coup, voilà, cette étape-là, elle est cruciale pour ça aussi, parce que faire des prototypes, on parlait de temps tout à l'heure, combien de temps on donne pour créer un prototype. On en donne toujours moins pour créer un prototype que pour revenir en arrière sur des problématiques liées à une mauvaise expérience utilisateur. Donc, il faut garder ça à l'esprit.
Faire du développement, ça coûte quand même du temps, de l'argent, c'est pas forcément simple. Et puis, le dernier chose, c'est la mobilité, bien évidemment. On voit aujourd'hui, qu'on a vu tout à l'heure sur les petits exemples que je vous ai posés, qu'il est important de tester finalement les différents types d'expériences qu'on a sur les différents devices. Et aujourd'hui, la mobilité, il faut vraiment la tester parce qu'on le sait, hein, toute la journée, on est avec nos smartphones, etc. Donc, quand on a des expériences, la dimension mobilité est très importante. Il faut vraiment prendre en considération ça et puis tester dans les conditions réelles parce qu'on n'est pas, c'est pas la même chose sur un desktop que sur une application mobile. Donc, il y a des gestuels, il y a des fonctionnalités, des fonctionnalités qui peuvent être parfois natives. Il faut être capable de prototyper pour les projeter et comprendre vraiment si l'expérience mobile, elle répond à des cas d'usage qui sont liés au mobile. C'est très important. On va terminer avec le futur des prototypes. Alors, le futur, c'est un bien gros mot. Parfois, on est déjà un petit peu dans le futur, mais il y a trois choses. Tout à l'heure, on me posait la question. On va regarder ça ensemble. Trois choses sur lesquelles je voulais vous échanger ce matin, c'est les design systems, le prototype vocal et les prototypes d'expérience finalement en dehors de sites internet et d'applications, qui peuvent d'ailleurs le compléter, les prototypes de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Voilà, donc c'est possible aujourd'hui de prototyper, bien évidemment, c'est possible de prototyper sur ce type de device. Le premier, c'est quelque chose que vous connaissez peut-être déjà, qui s'est très très bien répondu, mais je préfère toujours insister un petit peu là-dessus, parce que c'est important, surtout quand on crée des produits, c'est le design system. Pour ceux qui ne connaissent pas les design systems, ce sont des bibliothèques de composants en fait, qui sont assemblés en fait, et qui permettent rapidement de créer des pages. Donc, le design system, il est là pour augmenter finalement la cadence de production, rationaliser et homogénéiser l'expérience d'une application, d'un produit. Et c'est super puissant, notamment quand on a des développeurs à droite, des créatifs de l'autre. Et on travaille par exemple avec des freelances en externalisation ou d'autres cabinets partout dans le monde. C'est un outil super puissant. Et ça permet de pouvoir tester des choses rapidement et prototyper rapidement. Quand on a un design system qui est en place, on peut appeler des composants très simplement en design et puis pouvoir rapidement tester des nouveaux concepts. Donc ça, c'est une méthodologie si vous avez une application, des plateformes métiers. C'est vraiment orienté le produit qui permet de rapidement prototyper des choses. Et c'est une super démarche et il faut absolument que vous y passiez si ce n'est pas déjà le cas. Et donc, pour ça, il y a plein d'outils. Les quatre qui me viennent moi à l'esprit sont Studio, donc InVision Studio, Figma, Sketch et Adobe XD. Ils ont tous leurs spécificités. Studio, ça va être des micro-interactions un peu avancées, assez sympas. Figma, ça va être le côté collaboratif. Donc là, on peut travailler ensemble sur des plans de travail. Sketch, ça va être plutôt la profondeur et le nombre de plugins et de fonctionnalités qui est très intéressante avec des fonctionnalités de design system très avancées. Et puis Adobe XD, on est plutôt sur l'accessibilité et les fonctionnalités un peu innovantes. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, nous, on utilise principalement Figma et Sketch. Mais moi, j'ai l'occasion de donner des cours aussi en école. Et par exemple, on utilise beaucoup Studio et XD. Donc, vraiment, à vous de déterminer l'outil, essayer les outils et déterminer celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Parce qu'ils font, par XD, qui est un petit peu moins complet, mais ils font tous quand même plus ou moins la même chose. Et puis, on parlait tout à l'heure de prototype vocal. Alors, c'est important. Aujourd'hui, on sait que les interfaces conversationnelles, en fait, sont de plus en plus déterminantes dans notre quotidien. On voit, j'ai vu des stats récemment, je ne les ai plus exactement en tête, mais sur le nombre en fait de connexions aux interfaces vocales dans les pays en voie de développement, c'est énorme en fait. Ça représente, je ne sais plus, c'est 60 ou 70% des connexions, des recherches sur Internet. Ça prouve que c'est un usage qui se répand de manière exponentielle. On le voit dans nos voitures, c'est certainement l'usage quotidien au travers de Siri ou autre. Et on a besoin aussi de comprendre comment ça marche pour pouvoir prototyper des interactions vocales. Donc, le premier à l'avoir un petit peu démocratisé dans le milieu du design, c'est plutôt Adobe XD, il y a un an ou deux. Et après, il y a des applications qui sont un petit peu moins connues peut-être, mais qui sont en tout cas des applications, on va dire, des plateformes de prototypage comme VoiceFlow, certainement une des plateformes les leaders là-dedans, qui permettent de prototyper des interactions vocales en fait, de manière beaucoup plus poussée.
Donc, on a Adobe XD qui permet de le faire simplement, hein, et puis après, on a VoiceFlow quand on va aller très loin et aller sur du prototypage avancé. Ça, c'est très important. On va se rendre compte dans les prochaines années qu'on va dématérialiser de plus en plus nos écrans et cette partie conversationnelle, elle s'immisce dans notre quotidien au travers des objets connectés dans notre maison et puis dans notre quotidien au travers de la voiture. C'est juste avant. Donc, c'est super important de tester ça dans un premier temps. Très facile à mettre en place avec Adobe XD, un petit peu plus difficile avec VoiceFlow, mais très, très complet. Et voilà, je vous invite vraiment à aller tester ça et de voir comment vous pouvez créer des expériences innovantes avec ce type d'outils. Et puis, on termine par les prototypes de réalité augmentée et de réalité virtuelle. Donc ça, c'est des choses qui sont aussi de plus en plus importantes. Créer des expériences innovantes, ça passe par ça passe par la relation entre le physique et le digital. Et on le voit hein, aujourd'hui de plus en plus, ça a un impact, ce fameux wow effect, au travers de ces expériences-là. Donc, c'est toujours un petit peu difficile de se projeter sur ce que va être cette expérience, comment on va la mettre en place. Ça coûte généralement assez cher à mettre en place. Et du coup, on a besoin de prototyper assez rapidement aussi des choses pour comprendre si ça va avoir l'impact et si on va pouvoir se lancer sereinement sur la partie développement. Et du coup, pour ça, il y a aussi des outils comme, pour les plus simples, comme des plugins, hein, le Sketch2VR plugin qui permet de le faire. Mais après, il y a des plateformes comme Storyboard ou Google Blocks qui permettent de simuler finalement ce type d'expérience. Et ça, c'est très intéressant. Donc là aussi, je vous invite à aller voir ça pour tester par vous-même, voir comment vous pouvez intégrer ça et finalement comment ça peut stimuler aussi votre création et votre innovation. Parce que c'est super sympa hein, à utiliser, c'est assez agréable et généralement, ça décuple la créativité. Donc, il ne faut pas se mettre de barrière par rapport à justement ces prototypes-là et ce type d'expérience-là. Il faut essayer d'aller assez loin pour comprendre comment on peut mettre en place ça, tester l'outil, connaître ses limites et après, ça permet aussi de mieux comprendre les composantes de l'expérience pour pouvoir mettre en place des trucs sympas et que ça soit performant. Et voilà, merci beaucoup. Nicolas, j'ai une petite question pour toi. On a parlé des prototypes conversationnels plutôt vocaux. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur les prototypes type chatbot, par exemple? Alors, sur les prototypes type chatbot, nous, pour l'instant, on n'a pas trop travaillé sur ce type de prototype-là. En fait, les interfaces conversationnelles, sur du prototype, généralement, on est assez simple. En fait, il y a plusieurs types de bots. Il y a les chatbots, en fait, d'un point de vue global, où là, on est plutôt dans on va dire, de la programmation pure et dure, c'est-à-dire comment on va décortiquer une expertise métier, comment après, derrière, on va essayer de créer les différentes réponses qui sont potentiellement celles auxquelles on peut apporter des réponses au travers du chatbot. Ça, c'est quelque chose qui est possible. Nous, on n'est jamais allé jusque-là sur le prototype de chatbot parce qu'on rentre vraiment dans de l'algorithme pur et dur. Si on parle juste d'expérience, on sort un petit peu le contenu. On est capable de prototyper du chatbot très facilement hein, au travers des plateformes qu'on a vues, que ce soit UXPin, Sketch avec Anima ou autre. Mais en principe, l'idée, c'est est-ce que ça sert finalement à quelque chose de prototyper toute l'expérience de chatbot avec toutes les réponses possibles? Je pense qu'à un moment donné, il faut se poser la question à quel moment on prototype? C'est surtout ça. À quel moment on prototype et à quoi va servir le prototype? Et est-ce qu'il est important de prototyper tout un arbre de réponses en chatbot, par exemple? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on va pouvoir tester finalement en incorporant directement le chatbot avec le vrai plateforme, le vrai produit en ligne directement, voilà, nous permettre de tester en conditions réelles le vrai produit. Parce que le chatbot, c'est quand même quelque chose de complexe. Il y a un arbre logique, etc. Tout l'enjeu, il est là. Hein. Est-ce qu'on a besoin de créer finalement derrière une usine à gaz en termes de prototypage? Pas sûr. Par contre, est-ce qu'on a besoin de se dire que oui, il va y avoir un chatbot en bas,
ce chatbot, il va nous permettre de répondre à certaines questions. Ça va être quelque chose qu'on va intégrer facilement dans nos prototypes. Et après, il y a vraiment le fonctionnel du chatbot. Et soit on est sur des chatbots ultra avancés, dans quel cas le chatbot est vraiment le centre du prototype. En fait. Et là, oui, on va créer un arbre logique. Soit on a besoin de le faire en fait, plutôt a posteriori, on va le tester en conditions réelles. J'espère avoir bien répondu à la question. Est-ce qu'on a d'autres questions éventuelles? Ah, je vois un merci, donc j'imagine que la question a été bien répondue, Nicolas. Je vois qu'il n'y a pas… Ah si, Ah. Vas-y, Naomi. Alors, on a une question de Lucille. Est-il possible de déployer dans un prototype des fonctionnalités comme des boutons sticky, surtout en mobile? Oui, tout à fait. Ouais, c'est super important. Évidemment, c'est très important. C'est marrant qu'on parle de sticky navigation. Alors, c'est un sujet récurrent, la sticky navigation. Certains outils comme XD ne l'ont pas intégré dans leur roadmap très rapidement. D'autres le font. On voit que notamment, par exemple, avec InVision, c'est assez facile de mettre en place des sticky navigation. C'est important parce que c'est une composante essentielle de la navigation dans un site Internet ou une application. On est capable d'avoir des boutons fixes ou des sticky navigation. Donc maintenant, ils le font à peu près tous. On peut toujours, s'ils ne le font pas de manière native, on peut toujours trouver des moyens détournés de le faire. Mais c'est ultra important, évidemment, et c'est une excellente question, puisque nous, on met un point d'honneur justement sur ce que la navigation, d'un point de vue global, elle soit fidèle, parce que c'est ça qu'on teste bien évidemment en premier, c'est les parcours, et les parcours, c'est la navigation. Elle soit fidèle à ce qu'on met au final entre les mains de l'utilisateur une fois que c'est développé. Donc, bien évidemment, la sticky, c'est super important. Les boutons fixes en mobilité, voilà, tout ce qui est tabar, etc. Donc, c'est du temps quand même d'assembler ça, c'est un petit peu de compétences. Mais par contre, on est capable aujourd'hui d'avoir des fonctionnalités de prototypage ultra réalistes, quoi. Donc voilà, je pense que ça, c'est quelque chose de très important. Je vois qu'on a une dernière question sur les micro-interactions. Ouais. Oui, je ne sais pas si tu veux reprendre le… Je la vois pas. Ah, bon, je vais la prendre. Donc du coup, on a une question sur les micro-interactions, Ouais. sur la transmission entre les équipes de créa, UX, UI et les équipes de développement. Ouais. Pour, dans un cadre de design system, par exemple, quand on livre un package de composants et d'interactions, on a besoin de documenter un minima pour expliquer peut-être comment, où utiliser et comment. Et la question, c'est comment faire la passation en expliquant l'interaction, la micro-interaction qu'on imagine sur sa maquette, sur son prototype, aux équipes de développement et comment faire en sorte que ça soit respecté dans le temps. C'est toujours cette transition-là, elle est ultra importante. Je veux dire, le fond de la question, c'est récurrent. Hein, c'est vraiment quelque chose, c'est un des sujets majeurs de la création de produits, de sites Internet. C'est la transmission entre le design et la partie technique. La première chose, c'est dès le départ, en fait, en amont, plus la technique est intégrée tôt, en fait, à travers du prototype fonctionnel, plus derrière, ça évite des dérives. Il y a un moment donné, c'est très bien de faire des choses très ambitieuses. Quand on parle de micro-interaction, généralement, c'est assez ambitieux. Enfin, ça peut être assez soft, mais ça peut être très ambitieux. Et du coup, il y a toujours cette fameuse découverte du développeur qui regarde notre super animation et qui se dit mais comment on va faire ce truc-là, quoi. C'est compliqué, ça va me prendre 5 jours alors qu'en fait, j'ai une demi-journée. Est-ce que ça vaut le coup? Qu'est-ce que ça va créer comme valeur, etc. Donc, déjà, ça veut dire que dès le départ, hein, quand on est dans la réflexion globale, plus on embarque la technique tôt, plus on évite des dérives finalement et des frustrations de tiens, il ne va pas réussir à le réaliser ou de l'autre côté, non, c'est impossible à faire, je vais mettre 10 jours, je vais m'arracher les cheveux. Donc, c'est important de se parler tôt. C'est déjà de la discussion, prendre le temps de comprendre les enjeux. Puis après, il y a l'étape de la transmission. Ça, c'est la deuxième étape. Donc, si on est plutôt d'accord ensemble, logiquement, cette étape de la transmission, elle est moins douloureuse. Elle doit être justement très simple. Donc,
déjà, d'un point de vue global, dans cette transmission, nous on utilise des outils comme Zeppelin, par exemple, qui va permettre aux développeurs d'aller chercher à l'intérieur du design tous les éléments qui vous permettent, et notamment des feuilles de style et tout, qui vous permettent aux développeurs de gagner du temps. Ça, c'est des petites choses. Donc, dans cette étape-là de transmission, il y a ça. Puis après, il y a la documentation aussi derrière, qui ne remplace pas aussi la présentation, évidemment, des maquettes et des fonctionnalités. Il ne faut pas imaginer que quand on livre quelque chose aux développeurs, on va recevoir après en retour quelque chose qui ressemble exactement à ce qu'on avait pensé. Il y a toujours une dérive. Donc, il faut qu'il y ait une discussion par rapport à ça qui se crée. Et puis après, quand on est sur de la micro-interaction, là, c'est très spécifique. Donc, ça veut dire que les développeurs, il y a deux catégories. Enfin, il y a plein de catégories de développeurs, mais on va dire il y a ceux qui sont des intégrateurs, ce qu'on dit un développeur créatif, intégrateur créatif, donc c'est plutôt sur la partie front, qui ont l'habitude de gérer des problématiques un peu ambitieuses d'intégration HTML et du coup d'animation de micro-interaction un peu forte. Donc, eux, ça se trouve, ils vont avoir des compétences. Pour eux, ça va être très simple. Et après, il y en a certains, ce n'est pas forcément aussi, voilà, ils sont en apprentissage ou ils sont en phase de développement ou ce n'est pas leur cœur de métier. Et du coup, c'est comment, en fait, l'enjeu, comment on va les accompagner pour qu'ils puissent gérer ça le mieux possible. Et du coup, ça va passer peut-être un petit peu plus d'écriture aussi, de spécification, comment est-ce qu'on veut faire au travers de l'interaction. Mais généralement, la micro-interaction, elle est très parlante. C'est-à-dire que justement, elle est relativement poussée. C'est une animation, comme je le disais tout à l'heure, qui est souvent relativement poussée. Elle ne nécessite pas trop de spécifications. Voilà. Mais nous, de notre côté, à l'agence, en tout cas, beaucoup plus de force en fait dans la spécification, de transition fonctionnelle, surtout sur du produit, hein, bien évidemment, pour comprendre toutes les différentes possibilités, les différents parcours utilisateurs, et c'est ça qui est le plus important. Hein. La micro-interaction, généralement, elle se suffit presque à elle-même, et après, on y arrive ou on n'y arrive pas. Mais l'enjeu, pour récapituler, c'est dès le départ, les techs le plus tôt possible, dès la phase de conception UX fonctionnelle, bien évidemment, au fur et à mesure pour qu'il n'y ait pas de digression et qu'on soit bien aligné sur les objectifs. Et après, derrière, en fonction de la capacité de son équipe, être capable de rentrer plus ou moins dans l'explication et de spécifier plus ou moins les choses. Voilà. Ça reste assez souple. Hein. Il n'y a encore pas de dogme. Merci Nicolas. Alors, je pense qu'on a fini niveau questions. On a une dernière question, Cyril. Ouais. Nicolas, quelles sont les méthodes d'analyse une fois que le prototype est testé en live? Alors, c'est une très bonne question. Les méthodes d'analyse, alors ça dépend de l'outil qu'on va utiliser. Hein. Mais après, généralement, quand on teste, à l'occasion de vous retrouver peut-être au travers d'un autre talk, quand on teste, on a des plateformes pour tester. Donc, on va tester, par exemple, un prototype. En fonction de la plateforme sur laquelle on va tester, on va avoir récolté plus ou moins de données. Donc, nous, on utilise généralement deux, voire trois types d'outils pour tester. Soit on va faire du bon vieux Google Meet ou Zoom comme on le fait aujourd'hui, parce qu'en fait, on a la possibilité de le faire très rapidement en interne ou avec certaines personnes qui sont embarquées dès le départ dans la conception d'un produit. Soit on va le faire à un petit peu plus grande échelle, et auquel cas, on va devoir à plus grande échelle travailler avec des outils comme Maze ou comme Testapic pour définir. Merci. Du coup, pour conclure, c'est une bonne transition sur un potentiel prochain talk. Là, on arrive à période de vacances pour chacun et chacune. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que notre prochain talk, qui aura potentiellement lieu fin juillet, on va vous poser la question, est-ce que vous êtes disponible quelle date? On va vous proposer 2 dates, laquelle vous préférez, et on va vous proposer 2 sujets. Et en fonction de vos réponses, on le posera du coup courant juillet, ou bien on le reportera à septembre en fonction des disponibilités de chacun. Et ce qu'il faut savoir sur nos webinars et nos talks, c'est que c'est des sujets que nous, on propose par rapport à notre expertise, mais on a parfois des gens, côté client, qui viennent nous demander des sujets pour les pousser chez eux. Et c'est des choses qu'on fait. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez qu'on fasse une intervention dans votre entreprise
en septembre si on est tous bien déconfinés, ou bien en visio, c'est aussi faisable. Naomi vous enverra un mail avec tout ça et restez connectés pour retrouver le replay et nos autres contenus. Ça sera avec plaisir qu'on pourra échanger avec vous. Merci à tous d'être. Merci. Merci beaucoup. J'espère que voilà, n'hésitez pas à reprendre contact avec nous si vous voulez approfondir certains sujets, hein. C'est assez passionnant et moi, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Merci beaucoup. Merci, bonne journée à tous. Bonne Bonne journée. journée.